J'ai pris plein de mauvaises décisions dans ma vie, mais dont j'ai beaucoup appris. En fait, je n'ai jamais ressenti de sentiment d'imposture. Je pense qu'on a tellement à s'inspirer des petites entreprises. Je ne doute pas puisque je crois en ma capacité d'action et de travail. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Barba, une entrepreneure visionnaire et pionnière du e-commerce en France. Elle débute sa carrière chez OMD, l'un des leaders mondiaux du conseil en achat média, où elle anticipe très tôt l'impact d'Internet sur la publicité et le commerce. Elle rejoint ensuite e-France, la start-up de Marc Simoncini en pleine bulle Internet avant son rachat par Vivendi. Convaincue que le numérique va transformer le commerce, elle fonde CashStore, l'une des premières plateformes de cashback en France, puis Malinea, un cabinet de conseil en commerce digital qu'elle revend en 2011. En 2012, elle crée le Catherine Barba Group pour accompagner les enseignes traditionnelles dans leur transition vers l'omnicanal. Aujourd'hui, elle se consacre à Envie, une école dédiée aux freelances et indépendants, et continue d'investir en tant que business angel, soutenant des startups innovantes, notamment portées par des femmes. Administratrice chez Renault, auteure de Le magasin n'est pas mort et La Bible des indépendants, elle incarne l'énergie et la vision nécessaires pour entreprendre dans un monde en mutation. Je suis très honoré de la recevoir. Bonjour Catherine. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler de tes origines, tes études Qu'est-ce que tu as fait comme études? Je préparais Normal Sup. Moi, j'étais littéraire à l'origine. Ouais. Je voulais être prof de philo. D'accord. Et j'étais bonne élève. J'ai fait une terminale maths. Après, je suis allée en Hippocagne-Cagne. J'ai raté normal. Et donc, j'ai été admissible en école de commerce. Je ne savais même pas que ça existait. Pour moi, c'était l'erreur absolue. C'était l'échec. Et en fait, ça m'a sauvé la vie. Donc, j'ai fait le SCP. Et donc, j'ai bifurqué de mes ambitions littéraires faire quelque chose de plus tourné vers le business, qui me correspond bien au fond. Donc toi, ce que tu dis, c'est finalement le fait d'avoir raté normal qui a changé ta vie? Bien sûr. Ouais. Peut-être que c'était plus mon histoire. Après, je n'avais pas assez travaillé. C'est comme dans tout échec, tu sais après. Tu l'analyses après. Tu apprends, évidemment. Je n'avais pas assez bossé. Puis j'avais pas mal de trous dans mon gruyère. Je crois que quand tu regardes les statistiques de gens qui intègrent les grandes écoles, il y a quand même beaucoup de reproduction, hein, c'est Bourdieu et Passeron. Et moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Ouais. Et je me suis élevée par la méritocratie, par l'école. J'habitais en banlieue avec mes parents et quand on se baladait en voiture dans le 16e, à Paris, dans le 7e, je disais, mais comment on fait pour habiter là? J'aimerais tellement, ça a l'air si beau. Et mes parents m'avaient dit, il faut que tu travailles bien à l'école, tu sois première. Un seul mot, l'excellence. C'était le mot-clé dans ma famille. Ouais, donc tu as été élevée à ça. J'ai été élevée à ça. Aujourd'hui, j'habite devant la Tour Eiffel. J'ai réalisé mon rêve. La revanche. Ouais, en tout cas, c'était mon driver depuis toujours. Tu avais une volonté d'entreprendre déjà à ce moment-là? Pas du tout. Je te dis, je voulais être prof de philo. Et je savais même pas que des entrepreneurs existaient. Il n'y en avait pas dans ma famille. Mais, contre toute attente, mon père a trouvé un devoir de CM2 qui date de mai 1983. Donc, c'était quand tu étais né, à peu près. Hein. À peu près. Et bien, moi, j'avais 10 ans. Le sujet, donc j'étais en CM2, Madame Lecointre demandait, je l'ai mis sur LinkedIn d'ailleurs, c'est assez drôle. Quand je serai grand, je serai. Décrivez le métier que vous souhaitez faire et expliquez les raisons de votre choix. Et moi, j'avais écrit, quand je serai grande, je voudrais créer et diriger une société d'informatique. Incroyable. Parce que l'informatique, est nouveau. Ça va changer nos vies. Non, mais d'où ça sortait, ça? Parce que je me souviens pas en avoir parlé avec mes parents. Et je disais, ça va beaucoup rendre service aux gens, l'informatique, et surtout, à la fin du devoir, je dis, et surtout, travailler dans une activité nouvelle et être son propre patron doit rapporter beaucoup d'argent. Je crois qu'il y avait quand même un sujet. C'était assez inné quand même. Mais je l'avais oublié. Tu vois, je l'avais oublié. Et ça n'est revenu qu'après, quand mon père, il y a quelques années, m'a ressorti ce devoir. Donc, il n'avait pas de modèle.
En revanche, je crois que j'avais profondément envie de... Mes parents m'ont donné une énorme curiosité. J'imagine, toi, c'est pareil. Hein, ils m'ont poussé à m'interroger beaucoup, à explorer, à questionner. Et ça, c'est quand même une grande caractéristique des entrepreneurs. Ouais, je dis souvent que la curiosité, c'est probablement la qualité la plus importante, enfin, qu'on retrouve le plus chez les entrepreneurs, chez les dirigeants. Une des clés du succès. C'est vrai, je l'ai validé d'ailleurs avec des chercheurs en neurosciences. Parce que à un moment, je me suis dit, je vais essayer de transmettre le mindset entrepreneurial. Et donc, qu'est-ce qui le caractérise? Et donc, pour en avoir une vision un peu scientifique, je suis donc allée voir des chercheurs, des neuroscientistes PhD. Et effectivement, dans les caractéristiques qui font de la fibre entrepreneuriale, tu as raison, il y a cette capacité à découvrir, donc qui est le propre de la curiosité. Comment est-ce que tu tombes finalement et que tu t'alignes avec ton ambition première de jeune fille de CM2 et que tu tombes dans l'informatique? J'arrive donc en école de commerce un peu dépitée, d'avoir raté tous ces grands auteurs et cette vie tracée dans l'éducation nationale. Eh bien, je pars en stage à New York à la fin des années 90. Et c'est là que je découvre Internet, dont on ne parlait pas tellement encore en Europe. En tout cas pas en France. Et tout le monde là-bas est abonné à AOL, va sur Amazon. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Et quand je reviens, je fais un mémoire de fin d'études sur le sujet, l'arrivée d'Internet en France. Et ça fait de moi une experte du sujet, du coup, puisqu'à une époque où personne n'en parle. Et c'était ce mémoire de fin d'études, j'avais eu l'idée en lisant Télérama, c'était un concours organisé par le syndicat de la presse. Et donc, je trouve que je gagne le premier prix de ce concours. Et la présidente du jury, c'est la présidente d'OMD, ma première patronne. Donc, elle me remet le prix, elle me dit, nous, Internet, on n'y connaît rien. On fait de l'achat d'espace télé, presse, affichage, tous les médias classiques, mais Internet, vous avez l'air de vous y connaître. J'étais un peu au niveau CP, quand tout le monde était encore au jardin d'enfants. Et donc, c'est moi qui deviens de fait patronne de cette activité. Est-ce que c'est le fait qu'effectivement tu sois allé dans un pays qui débutait et de ramener ça en France qui a été déterminant? Je crois que ce qui est clé, c'est vrai pour toi aussi sûrement, ce sont les rencontres que j'ai faites. Je ne l'aurais jamais traduit en un métier, une expertise et toute une trajectoire professionnelle s'il n'y avait pas eu Viviane Pratt qui me chope et qui dit « Viens travailler chez moi ». L'expertise ne vaut rien, en fait. Il faut quelqu'un qui te révèle. Et donc, moi, ce qui a tracé ma route, mais comme nous tous, c'est la chance des rencontres. Quelle chance d'avoir eu la fée Viviane sur ma route qui m'a accordé sa confiance. Ouais, mis le pied à l'étrier. Puis... Mais oui, surtout que, elle me disait, vous avez l'air débrouillarde, allez-y, quoi. Mais elle faisait le pari, en fait, de me faire confiance. Et cette confiance, je l'ai reçue comme un trésor. Et c'est ce qui a fait mon histoire. C'est comme toi, toutes les personnes sur notre route qui nous ont regardés avec confiance, qui nous ont laissés à la hauteur de cette confiance accordée, qui nous ont rendus capables de faire. En fait, c'est le regard de l'autre qui te rend capable d'action. Voilà. Donc, dans son regard, je me suis découverte capable. Elle me disait, je sais que tu sais, que tu peux. Et même si je ne savais pas comment. Et ça m'a donné une énorme force. Donc, plus que le voyage, c'est la rencontre. À quel moment tu te dis, ça y est, maintenant, je vais me lancer, je vais créer? C'est quand je croise des entrepreneurs qui sont devenus mes mentors. C'est Marc Simoncini et Thierry de Passemar qui, à l'époque, dirigeaient e-France, un site oublié aujourd'hui, mais qui, à l'époque, faisait partie du top 10 des sites en audience français et qui était un hébergeur de blogs. On appelait ça des pages perso. J'adore. On utilise de ces mots aujourd'hui, tellement différents d'avant. Eh bien, donc, je croise leur route. C'était mes clients. Et donc, non, c'était pas mes clients. Je leur avais acheté. Moi, j'achetais de l'espace publicitaire sur Internet. Eux, ils avaient un site de grande audience. Et donc, j'avais acheté une grosse campagne de pub chez eux. Donc, pour me remercier, ils me rencontrent. Et puis, à la fin de la rencontre, ils me disent nous, on cherche un DG. Ce serait bien que tu viennes. Ouais, donc le courant est vite passé. Pareil, la chance des rencontres, des gens qui croient en toi. Et je crois que j'en tire pas de vanité, mais je me dis que c'est aussi... j'aime bien dire aux plus jeunes, ne soyez pas tièdes.
Voilà, je pense qu'il y a un enthousiasme, une envie de faire, de découvrir, d'agir qui sont communicatifs. Et tu te dis, on verra bien, elle fera ses preuves, mais en tout cas, ça peut donner envie. C'est important de donner envie. Tu as connu le doute dans les premières étapes de ta carrière? Bon, de toute façon, on doute tout le temps, hein, sûrement, mais moi, ça ne m'empêche pas d'avancer, le doute. Tu me diras toi aussi comment tu marches avec le doute. C'est un vrai sujet. Hein. Mais en fait, je n'ai jamais ressenti de sentiment d'imposture. Même plus tard, quand je suis arrivée au board de Renault, il n'y a pas longtemps, alors que je ne connais pas l'automobile, je ne suis pas du sérail, je ne suis pas financière. Et je me dis juste, OK, on me fait ce cadeau de m'accorder de la confiance. Je ne me laisserai pas accorder moi-même, mais puisque d'autres le font, je vais me montrer digne de cela, donc je vais bosser. Donc je doute pas, puisque je crois en ma capacité d'action et de travail. Donc je rattrape la lacune en apprenant, en rencontrant, en lisant. Je suis une grosse bosseuse. Oui, toujours. Je crois que d'aucuns diraient que je suis même workaholic. Ouais. Je pense, oui. Tu as toujours eu confiance en toi? Oui, je crois que j'ai... Confiance en toi et ambition? J'ai confiance en moi parce que j'ai été entourée d'amour. L'amour, c'est un rempart extraordinaire. Ça te donne une force folle. L'amour des parents, l'amour de Dieu. Ça fait partie de ma vie. Hein, genre. Ouais. Et donc, quand tu te sens aimé, forcément, tu te dis, je peux me tromper. C'est pas grave. Donc, c'est ça ma confiance. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que je trouverai des solutions. Et je sais que même si je me plante, les gens qui m'aiment continueront de m'aimer. C'est bon, ça. Ouais, donc, j'ai pas peur. Tu retomberas sur tes pieds. Oui, parce que c'est pas grave, au fond. Il y a des choses urgentes, il y a des choses importantes, il y a des choses tristes, mais il n'y a rien de grave, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais qu'on creuse ça, parce qu'en France, et on l'entend partout, il y a quand même une peur de l'échec qui est assez forte. On dit souvent, notamment dans l'entrepreneuriat, qu'un entrepreneur français qui a échoué, il est cramé, alors qu'aux États-Unis, presque on le félicite, et c'est plutôt un gage de confiance. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai vécu 5 ans aux États-Unis, donc en plus, j'ai un regard peut-être coloré par cette expérience. Il y a un vrai sujet sur l'échec, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai travaillé toute ma vie sur la transformation des entreprises. Après, les boîtes que j'ai créées, hein, les transformations numériques, aujourd'hui la transformation culturelle. Si tu veux vraiment te transformer avec le mindset des doueurs, des faiseurs, qui est celui des entrepreneurs, le corollaire de tout cela, c'est accepter l'échec. Or, c'est tellement... peu compatible, surtout avec des entreprises de grande taille. Personne n'aime se tromper, évidemment, ça brûle. Mais moi, je remonte assez vite en selle. Ouais, ça ne dure pas, cette brûlure-là, de l'humiliation, de la peur du regard. En fait, je le dépasse assez vite. Je me remets assez vite en situation d'analyser ce qui n'a pas bien fonctionné pour repartir. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas grave. Après, dans une grande organisation... si tu veux, à échelle personnelle, quand tu as un tout petit attelage ou quand tu as une petite société naissante, c'est facile de raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire que moi, quand je commence un projet, je me dis jusqu'où je suis prête à aller si ça ne marche pas. Est-ce que je suis prête à perdre de la réputation, de l'argent, combien, du temps, combien de temps je me donne? Si on est plusieurs, et là c'est le cas avec ma société Envie, on est 3 cofondatrices, on s'est regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit qu'on donne combien de temps, tu es prête à paumer combien d'argent, à ne pas te payer comme tu le voudrais pendant combien de temps? Et si ça foire, on est d'accord, on est aligné. Mais quand tu es dans une grande entreprise cotée qui plus est, c'est pas la même affaire. Hein. J'aime bien ce que dit, tu sais, Blablacar, le fail, learn, succeed. C'est instaurer finalement l'échec comme, en fait, dire qu'on ne peut innover que par itération. On ne peut innover qu'au prix d'échecs. Et ce que j'ai compris, il faudrait que ce soit... les équipes qui viennent, ou Fred Mazella qui redisent ça, il l'expliquerait bien mieux que moi. Mais il était à ta place il y a une semaine. C'est pour ça. Et il expliquait ça sur les itérations. Alors, tu vas me dire si j'ai bien compris, mais en fait, ce que j'ai compris dans le Fail, Learn, Succeed, le FLS, c'est qu'on te dit quand tu arrives chez Blablacar, en tout cas, on t'a dit ça à un moment, que ton échec, tu dois le documenter et le partager en interne, parce que ne pas le faire, c'est être responsable des échecs des autres.
Et donc, finalement, ça a une vraie valeur, ton échec ou l'erreur que tu fais, parce que tu vas éviter à d'autres de le faire. Donc, c'est une autre façon de regarder. Tu permets aux autres d'apprendre. Ouais. Et je trouve que ça décomplexe un peu. C'est pas mal, ça. J'aime bien l'idée. Après, il y a encore du temps à... Il y a une époque, tu te rappelles, il y avait beaucoup de fail conférences, les failcon. Et quand on t'appelait pour dire, viens, vous voulez venir parler, vous, spécialiste mondial de l'échec, c'est toujours un petit peu humiliant. Tu te dis, ah bon, pourquoi il me demande à moi? Bon. Mais, et moi, j'étais allée comme ça raconter un échec. Je ne sais plus ce que j'avais raconté. Et, à la fin de la conférence, il y a une dame qui était venue me voir. Elle m'avait dit, c'est bien ce que vous avez dit sur l'échec, hein. C'est bien, mais... Et moi, j'étais hyper fière, tu vois. Et elle me dit, mais vous savez pas ce que c'est, en fait. Vous mettez pas 3 heures, vous, pour rentrer chez vous après la conférence. Vous n'êtes pas toute seule, avec 2 enfants et tel truc. Et ça m'avait vraiment calmée. Tu vois, je me disais, moi, je suis là à me pavaner, à parler d'échecs. Il y a échec et waouh, ça m'a redonné une bonne dose d'humilité nécessaire. On devrait tous, comme ça, se réinjecter de l'humilité tous les... Du coup, je rebondis, et c'est une question que je pose un peu plus tard, mais vu qu'on en parle, autant te la poser maintenant. Mais est-ce que tu as connu des vrais échecs, en fait? Non, mais j'ai pris plein de mauvaises décisions dans ma vie, mais dont j'ai beaucoup appris, tu vois. Vendre ma boîte à VP, c'était pas une bonne idée, parce que je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Mais après, j'ai découvert qu'est-ce qui m'animait vraiment, tu vois, et qu'il ne faut pas être prisonnier de son ego ou bien de la peur, parce que ça te fait prendre de mauvaises décisions. En l'occurrence, c'était un choix dicté par l'ego et la peur, d'être dans une petite structure alors que le monde va mal, et je pensais à tort que d'appartenir à un grand tout, c'était une façon de se prémunir contre une économie chaotique. Ce n'est pas vrai. Tu vois, aujourd'hui, je suis convaincue que même en 2025, l'économie est très contrainte. Mais si tu es à ton compte, petite, au contraire, tu es un attelage de petite taille, tu peux peut-être plus vite rebondir, à condition d'avoir un mindset de vendeur. Donc, ce n'est pas la taille, en réalité, qui va faire ta pérennité. Tu vois. Donc, c'était un échec, mais c'est relatif. Hein. Les échecs... Non, je pense que j'aurais eu... Je suis encore mariée depuis 24 ans. Donc ça, non mais tu vois, et on a vraiment frôlé la correctionnelle plus d'une fois. Ça aurait été pour moi un échec. Après, parce que dans mon échelle de priorité, c'est ce que je veux garder intact. Enfin, en tout cas, ce qui a le plus de prix à mes yeux. Donc, je l'ai encore. Bon an, mal an, ça tient. C'est pas facile, hein, mais ça tient. Et avec la volonté que ça tienne, donc de part et d'autre. Donc, ça, c'est chouette. Mais sinon, les choses, tout est tellement relatif, tu vois. Je suis en bonne santé. Donc, tout va bien. Ma fille aussi. Ça donc, fait relativiser. Ouais. Franchement, non. C'était pas compliqué pour toi de revenir à du conseil? Et moi, à cette époque, j'avais écrit un livre. Le magasin n'est pas mort, que tu as évoqué. Et donc, j'étais un peu la Lady Gaga de toutes les entreprises de retail et des CCI. Je faisais le tour de France pour aller raconter qu'il n'est pas mort, le magasin, parce que c'était vraiment l'époque du tout digital, entre 2010 et 2020. Et donc, c'était assez ludique. J'aimais bien. Et mon spectacle qui marchait bien. Donc, je n'avais pas l'impression de... Je faisais plus des représentations que du conseil, quoi, tu vois. Mon métier, c'était d'aller expliquer le contenu de la teneur de mon livre. Je ne faisais pas vraiment... après, oui, j'ai fait du conseil, mais je me suis pas... En fait, c'est drôle, je me rends compte que j'ai une trajectoire qui est quand même très variée. Enfin, j'ai été salariée, j'ai été start-upeuse, je suis devenue indépendante, après à nouveau chef d'entreprise. Et je ne me suis jamais identifiée au statut dans lequel j'étais. J'ai toujours considéré que le plus important, c'était la compétence que je développais, peu importe la façon dont je la partage, tu vois. Donc, l'époque du conseil, c'était ma façon, du moment, de partager ma compétence. Donc non, ça n'a pas été difficile. Tu étais conférencière même à ce moment-là. Carrément. Toujours. Je le suis toujours, j'adore. Toujours, ouais. J'aime tellement ça. Pourquoi? J'aime bien être sur scène. Ouais. J'aurais dû être rockstar. Non, mais j'aime bien être sur scène, j'aime bien partager. C'est un exercice de générosité, la prise de parole en public. Ouais, où tu dois vraiment t'oublier complètement et tu te mets à la place de chaque personne dans la salle et tu te dis ma mission, c'est qu'elle passe un super bon moment et qu'elle reparte. Je finis toujours avec cette phrase de Mère Teresa: ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.
Ne laissez personne venir à vous. Et je me dis, c'est sympa, ça. C'est une grosse ambition. Hein. Mais au moins que ce que tu laisses comme dernière impression, c'est quelque chose de positif. Tu sèmes quelque chose de positif qui met les gens en mouvement. Ça, j'aime bien. Quel est le regard que tu portes alors, là maintenant, avec le recul sur le contexte actuel En fait, je trouve formidable qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie de trouver des solutions à des problèmes environnementaux, sociétaux, qui l'expriment par la création d'entreprises. Après, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et lever des fonds, c'est pas tout. Je ne sais plus si est-ce qu'on s'extasie encore aujourd'hui sur les levées de fonds. Il y a un moment, ça m'agaçait, quoi. Oh, machin a levé 50 millions, waouh, machin a levé. Oui, encore, je pense. Mais en fait, moi, j'ai un respect infini pour les gens qui vont chercher des sous, quoi, qui vont chercher du chiffre d'affaires, qui équilibrent leurs charges, qui génèrent... Voilà. Ça, c'est difficile. Je ne dis pas que lever des fonds, ce n'est pas difficile, hein, mais ça m'agaçait un peu. Après, non, c'est fantastique. Hein. Je continue. J'ai toujours des participations dans des entreprises, tu l'as dit tout à l'heure, notamment portées par des femmes, que j'admire infiniment. Chloé Hermary de Ada Tech School, Maud Caillot de Green Got. Que j'ai eu également ici. Ouais, qui est top. Et donc ça, je continue par leur truchement je me plug à cet écosystème que j'ai tellement connu. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai créé Envie, c'est vraiment la France, les 97% de Français qui vivent d'une activité qui n'est pas tech, qui n'ambitionne pas l'hypercroissance, qui ne cherche pas les exits ou les entrées en bourse, mais qui veulent créer de la valeur. Et ça me parle aujourd'hui. Alors, juste avant qu'on parle d'Envie, tu disais que tu investis également maintenant, toi. Quels sont les sujets et les qualités que tu vas chercher pour faire un investissement et, espérons-le, un bon investissement? Ouais, ça, c'est un métier. Hein. Mais même si le talent n'a pas de sexe, moi, j'investis plutôt chez les femmes. Parce qu'il y a un énorme déséquilibre à réparer. J'en parlais avec Nathalie Bala ici. Oui, bien sûr. Elle vient de rentrer d'ailleurs dans 50 Partners Impact. J'ai vu ça, c'est super. Donc voilà, les femmes, l'impact. Donc moi, j'ai investi dans pas mal de choses autres que je connais, hein, enfin plutôt de fintech, de retail tech. Voilà. Donc les femmes, l'impact, c'était ça ma thèse. Une secret sauce particulière, Catherine Barba. Franchement, moi, je ne suis pas exemplaire. Hein. J'ai dilapidé mon patrimoine en investissant dans les startups. Non, mais franchement, c'est un vrai... Il faut vraiment le faire de façon très rationnelle et être bien entouré, tu vois, avec un deal flow, etc. Moi, je l'ai beaucoup... Je l'ai fait aussi au coup de cœur. Et tu as perdu de l'argent. Évidemment. Évidemment, mais moi, même si il y a plein d'aventures qui n'ont pas marché, je suis heureuse d'avoir été aux côtés de plein d'entrepreneurs qui croyaient dans leur business, que j'avais envie d'aider. Après, il y en a qui ont bien marché, hein, évidemment. Céline Lazorte, Litchis, c'est top. Maud, elle va faire, avec Green Got, elle va faire un énorme carton, c'est écrit déjà. Hein, donc, c'est Chloé Hermary aussi, t'investis dans des gens en fait. Hein. Ouais, écoute, 2 questions déjà. Est-ce que tu peux nous parler, pour ceux qui nous écoutent, d'Envie? Qu'est-ce que tu fais? Et puis pourquoi être passé de ce monde du digital que tu disais, et tu l'as dit toi-même, hein, donc du monde de la tech, du digital que tu connaissais par cœur, je ne sais plus comment tu l'as dit exactement, mais au terrain, au territoire et aux entrepreneurs de toute la France. Eh bien, quand je suis rentrée, c'était 2021-2022 des États-Unis, donc j'avais fait toute ma vie donc dans le digital, les boîtes dans l'e-commerce, la transformation numérique, tu as dit. Et puis, je rentre post-Covid et là, ça me tombe dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que partout dans la presse, je ne fais que lire la grande démission, de transformation du travail. Tu vois, j'ai l'impression que je sens cette tendance que le travail se transforme en profondeur, comme s'il y allait y avoir de plus en plus d'indépendants. Et je me dis, c'est intéressant ça. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à leur compte. Mais comment ils vont vivre? Comment est-ce qu'ils savent aller chercher des clients?
Et donc, j'ai creusé le sujet et je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris pendant 25 ans sur les startups, comment est-ce qu'on crée un business qui marche, c'est la même chose. Hein. Il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut connaître son offre, il faut connaître sa cible, avoir la bonne offre, le modèle économique, aller chercher des clients. C'est vrai quand tu as des visées énormes, mais c'est vrai aussi quand tu crées ta boîte à ton échelle. Et je me suis dit, si c'est vraiment un mouvement, une transformation profonde, non seulement il va falloir accompagner les gens à se mettre à leur compte et à réussir, mais il va falloir aussi accompagner les grandes entreprises à intégrer cette nouvelle façon de voir le travail, à comprendre qu'une entreprise, c'est plus un monolithe fermé, mais ça devient un écosystème, ça devient un hub de compétences, et qu'il va falloir, je ne sais pas comment toi tu fais, si tu cherches un talent, il ne faut pas te demander si tu le recrutes ou pas, il faut juste savoir où est ce talent et comment est-ce que tu fais pour lui donner envie de travailler avec toi. Donc en fait, cette frontière, cette dichotomie dedans-dehors, elle n'a plus de sens. J'ai vu un puzzle, quoi, qui se mettait en place et je me suis dit, je vais créer une école. L'école du futur du travail. Pourquoi l'avoir pris sous l'angle formation et accompagnement de ces personnes Parce que si j'avais été tech, j'aurais créé une plateforme. Je ne sais pas, moi je ne suis pas tech. Tu vois, donc je me suis appuyée sur ce que je sais bien faire. Moi, je sais t'apprendre à aller chercher des clients. Je sais t'apprendre à faire des mails de prospection qui transforment. J'en ai la preuve, hein, les 250 qui sont passés chez nous, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc, je sais t'expliquer comment utiliser ton réseau. Je sais t'aider à améliorer la formulation de ta proposition de valeur. Enfin, en fait, je me suis appuyée sur ce que je sais faire. Tu vois. Donc, pourquoi l'école ? Parce que je sais transmettre ça. Je ne sais pas créer une plateforme. En fait, j'ai regardé, je me suis dit, le business que je veux faire, mais c'est toujours ce que je conseille aussi aux entrepreneurs qui sont avec nous dans notre réseau, c'est si quand tu vas chercher 100 de revenus, il faut que tu en donnes 95 à des gens qui font ce que toi, tu ne sais pas faire. Tu vois, si j'avais dû faire une plateforme, j'aurais dû payer des devs, il me serait regardé que j'aurais pu garder que 5, ça n'a aucun intérêt. Donc, quel est le business sur lequel la marge reste à moi ? Et qui est scalable. Bon. Qu'est-ce que tu leur vends ? Qu'est-ce que tu leur proposes ? Je les accompagne pour mieux vivre de leur activité d'indépendant. C'est-à-dire, c'est le moment pour toi de te mettre à ton compte. C'est une sorte de moment, hein, c'est pas être fait ou pas fait, c'est une question de moment. Eh bien, quel que soit ton business, on est agnostique de métier, tu viens chez Envie, il y a plein de formules possibles, des accompagnements, de toutes sortes. Mais tu as raison, école, c'est peut-être pas un bon mot. Les amis, aidez-moi si vous nous écoutez. Comment est-ce que je pourrais désigner ce réseau ? Parce qu'école, c'est vrai que tu as l'impression qu'on est toute la journée en formation, machin. C'est pas ça. Ça dure 1 heure par jour si tu le fais. Et c'est en ligne. Tu peux être juste à la communauté et participer à des trucs que j'adore faire. Ça, c'est l'atelier business rentable avec Catherine 1 fois par mois. Il y a 2 personnes qui me présentent leur business et moi, je le décortique et avec eux, ils repartent avec des choses à faire concrètes et tous les gens qui écoutaient en profitent aussi. En fait, donc c'est vrai que le mot école n'est pas adapté. C'est un réseau, une communauté, il faut que je trouve le terme, mais on accompagne les entrepreneurs individuels, enfin les indépendants, les freelances, à gagner plus. On leur apprend à vendre et se vendre. C'est quoi les clés ? Est-ce que tu peux nous partager là, 2-3 choses que tu dispenses Alors moi, je n'apprends pas un métier. C'est-à-dire que si tu viens chez Envie et que, par exemple, tu as été expert comptable toute ta vie et demain, tu veux devenir fleuriste, je ne t'apprends pas le métier de fleuriste. Donc déjà, il va d'abord falloir que tu apprennes à être un bon fleuriste. Tu vas leur vendre, comment vendre plus de fleurs. Donc déjà, explique-moi ce que tu sais bien faire. Moi, j'écoute les gens. Tu sais, la vente, c'est ça. Hein. Les gens me disent, moi, j'aime pas vendre. Mais en fait, si, t'aimes les gens. Mais tu aimes vendre parce que tu aimes écouter. Et donc, c'est explique-moi ce que tu sais faire. Explique-moi à qui tu t'adresses. Déjà, les gens ne savent pas toujours. C'est très vague ou c'est trop une niche. Ok. Est-ce que tu t'es assuré que cette cible avait de l'argent ? Ah, non. D'accord. Donc déjà, parle-moi de ta cible. Très bien. Maintenant, explique-moi le problème que tu résous. Explique-moi quel problème tu résous. Toi, tu pourrais me dire, tu peux me présenter ton business en m'expliquant tous les problèmes que tu résous pour tes clients. Et les gens, souvent, ne pensent pas, ils pensent idée, ils ne pensent pas besoin. Donc, je les aide à reformuler. Et ensuite, une fois qu'on a bien travaillé, alors parfois, l'offre, elle n'est pas du tout en adéquation, ou elle n'est pas distinctive, ou elle n'est pas mieux-disante. Donc, on travaille soit l'offre, soit la façon de la formuler. La singularité des gens, en fait. Qu'est-ce qui est unique dans ce que tu fais ? Ça a toujours été vrai. Hein.
Ça a toujours été vrai que dans tout business, tu as besoin de te différencier. Et surtout, mais explique-moi en 30 secondes pourquoi tu es la bonne personne pour faire ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus noble que de savoir vendre, parce que l'expertise seule, elle ne vaut rien. Enfin, il faut bien des gens pour aller vers le marché, vers les clients. Tu vois, et quand toi, tu t'occupes d'un client, tu le sers mieux que quiconque parce que tu le connais bien. Il y a forcément un besoin que tu identifies, tu peux faire de l'upsell. T'imagines si chacun de tes collaborateurs qui s'occupe bien d'un client pouvait faire ne serait-ce que 20 000 € d'upsell par an, mais tu as des gisements de croissance de fou, en fait. Mais bien sûr, il y a plein de points de croissance à aller chercher et il s'agit juste de regarder autrement. Et la meilleure façon que j'ai trouvée dans les grandes entreprises pour faire grandir ce goût de la vente, qui n'est pas naturel, c'est de passer par l'intermédiaire des entrepreneurs. Les entrepreneurs c'est très valorisant, l'entrepreneuriat, on en parlait. Et or, un entrepreneur, c'est quand même un vendeur aussi, tu vois. Et donc, je les invite à, de plein de façons différentes, à petit à petit admettre que être vendeur, c'est super. Déjà, c'est une première étape. Et deuxième étape, comment je fais pour aller vendre ? J'adore ça, en fait. Peut-être qu'on vit demain, ça sera une école de vente, pas simplement pour les indépendants, mais pour tous les métiers. Mais c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on peut faire un raccourci et dire, finalement, le rôle d'un dirigeant d'entreprise, d'un entrepreneur, c'est de vendre. Tu vois, est-ce que tu penses que le rôle d'un dirigeant, c'est d'incarner son entreprise, de communiquer et de vendre ? Tu as ta vision, bien sûr. Hein. La vision, c'était comme le capitaine du navire. Tu sais où tu vas. Après, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il y a un moment, il faut de l'action. Et l'action, elle s'incarne par tes clients. Moi, j'ai toujours été dans des boîtes de petite taille, relativement. Donc, j'ai pas été dans des organisations telles que la direction était purement l'esprit, la stratégie est complètement déconnectée du terrain et des clients. Ça, j'ai jamais connu ça, tu vois. Mais moi, je crois qu'on gagne quand on dirige une entreprise, bien sûr. Enfin, les meilleurs dirigeants que j'ai pu croiser, ils pensent beaucoup plus client que business, produit. Ouais. Mais bien sûr, je pense que la vente, la capacité à vendre, c'est quelque chose qui est l'autre pièce de la capacité à avoir un mindset entrepreneurial, en fait. Et je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes qui seront demain championnes, ce sont celles qui vont développer au sein de leurs équipes managériales cette capacité à avoir le mindset des entrepreneurs, qui est aussi celui des vendeurs. Comment est-ce qu'on transforme une culture d'entreprise beaucoup plus tournée sur la vente et sur la croissance organique ? C'est comme toute chose qui a de la valeur, il faut le faire dans la durée. En fait, je pense que ça se transforme pas, une culture, elle se transforme pas du jour au lendemain. Il faut de la patience et de l'humilité, tu vois. Et moi, je crois beaucoup au rituel et à la répétition. Quand on a des enfants, on le sait. La répétition, c'est magique, ou pas d'ailleurs. Mais j'ai trouvé une bonne technique, c'est des rendez-vous réguliers avec soit toute la boîte, soit les managers, que nous, on fait régulièrement une fois par mois, une fois par semaine, ça dépend des entreprises. Ça s'appelle le Barba Boost. On les Barba Boost. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure, tu sais, le temps est précieux, hein, les gens n'ont jamais le temps de rien, donc des formations pour changer une trajectoire ou autre. Bon, souvent, c'est simplement une fois et après, il ne se passe plus rien, les habitudes reprennent le dessus. Mais un rendez-vous régulier, un rituel que tu instaures, et nous, c'est un quart d'heure en ligne, tu te connectes, il y a un sujet qui est donc lié à la vente, par exemple, savoir écouter, jouer collectif, se remettre en question. Enfin, on prend plein de sujets. Moi, j'en parle pendant 5 minutes avec ma casquette d'entrepreneur. Et une de mes associées, Charlotte, qui est aussi conférencière en histoire de l'art, eh bien, elle l'illustre avec une œuvre d'art. Ça a l'air de rien, ce Barba Boost. Hein. C'est un sujet lié à la vente et une œuvre d'art. Et c'est toutes les semaines ou une fois par mois. Ben, je peux te dire qu'à la fin de l'année, il y a quelque chose qui s'est passé dans les gens qui ont écouté ça. Je crois beaucoup que pour changer une culture, tu vois, modestement, hein, et tu crantes petit à petit, et il ne faut pas croire qu'on révolutionne les choses hein, avant de vouloir changer les autres, commençons par changer nous-mêmes. Mais je crois profondément à la capacité à faire évoluer une culture entrepreneuriale, une culture managériale avec de la répétition, quelque chose d'un peu ludique et qui t'élève. Et puis en plus, par le voyage par l'art, ça marche super bien. Donc ça, c'est une piste. Tu me demandais comment on change, il y a ça. Après, il y a des rencontres avec des entrepreneurs que nous, on organise régulièrement. Tu vois, des ateliers. Ça peut être une fois par mois. On prend un sujet, pareil, et l'entrepreneur, il te raconte sa capacité à vendre.
et à se vendre. Et ça te retourne parce que tu as l'impression, justement, comme tu disais en préambule, on parle beaucoup des succès, mais il te raconte plutôt le terrain, comment il prépare ses rendez-vous, comment il vend et tout. Et petit à petit, ça colore ta vision de la vente. Ça lui donne un autre goût, quoi. Tu te dis, ah tiens, c'est pas mal. Si telle personne à Maud Caillot, elle me parle de la vente, finalement. Et donc, et après, on fait un petit exercice, des ateliers, les gens reviennent. Est-ce que je pourrais l'appliquer dans ma boîte? Oui, non. En fait, c'est des petites choses, tu sais, mais qui se répètent. Voilà. Donc, je crois que... puis après, il faut l'envie. C'est comme dirait l'autre, l'envie d'avoir envie. Mais il faut l'envie de se changer. Mais si tu as envie de faire évoluer ta culture, faire quelque chose de plus... orienté résultat, performance, et tu mets en place des petits tests comme ça avec nous, ça marche. Le message est passé. Tu t'es donné une ambition avec envie? J'aimerais bien l'amener le plus vite possible à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et alors après lever pour que quelqu'un d'autre l'amène à 50. Moi je sais amener à 5, mais après je sais pas trop. Je suis plutôt une fille de l'amorçage, ouais. Et des commencements, mais puis surtout j'ai jamais fait d'hypercroissance, mais en revanche oui, donc c'est quoi la différence entre la phase, tu dis en quoi est-ce que c'est différent, plus difficile, moins difficile, mais la phase d'amorçage par rapport à la phase... Quand tu es arrivé dans ta boîte, vous étiez c'était quoi le chiffre d'affaires par rapport à aujourd'hui? On a doublé en 4 ans. Tu vois, donc tu sais très bien ce que c'est la croissance, l'hypercroissance. Et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline, d'organisation, de process. Tu vois, gérer la taille, c'est pas... Peut-être ça me fait peur aussi. Donc... non, c'est plus facile l'amorçage. Ah oui. Ou pas. Moi j'aurais dit c'est plus facile de démarrer, tu vois, avec 130 et de monter à 300 que... c'est possible. Comme quoi on est tous, on est tous différents. Ouais. En tout cas, mon ambition c'est ça, c'est d'arriver à trouver dans mes différents modèles aujourd'hui. Donc moi j'accompagne les indépendants et les entreprises à arriver à atteindre ces 5 millions en trouvant ce qui est le plus scalable de toutes. Il y a plusieurs lignes de revenus aujourd'hui. Donc ça fait 2 ans qu'on s'est lancé, donc on est encore un peu dans les tests. Une fois que j'ai trouvé, on accélère en communiquant. Et puis après, mais où sera le monde, je vous le demande. Si j'en reviens à toi, à ta personnalité, tu vois, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir de nouveau entrepris? Pourquoi se relancer encore une fois dans une entreprise? Mais c'est ce que me demande mon mari tous les jours. Non, mais j'ai une énergie de dingue. Vraiment, j'ai quelque chose, on a tous nos singularités. Moi, j'ai reçu une espèce de masse énorme d'énergie, donc, qui me donne aussi de l'appétit de faire, tu vois. Et pourquoi je me suis relancée dans ça? Parce que il y a comme une nécessité, qu'est-ce qui te force à te lever? Il y avait une nécessité à le faire. Tu vois, je ferme les yeux et je me dis peut-être que un jour, tu as 1 million de Français qui auront amélioré leur qualité de vie, des indépendants qui gagneront 2 fois mieux leur vie grâce à envie. Mais tant mieux. Je trouve ça chouette. Tu vois, ça me rappelle un échange que j'avais trouvé passionnant dans le Figaro il y a quelques années entre Sylvain Tesson et Régis Debray. Je t'invite vraiment à le lire et vous tous qui nous écoutez, c'était un échange, le thème c'était « Faut-il transformer le monde ou le contempler ?» D'accord. Et donc, il y avait tout un échange qui est assez érudit et très documenté, référencé entre eux sur ce sujet-là. Il y a des gens qui considèrent que leur mission, le sens qu'ils ont, c'est de transformer le monde, d'apporter des choses nouvelles, d'explorer, de faire. Et puis d'autres, juste de savourer le chatoiement des toutes petites choses, tu vois, et de la nature. Et donc, moi, je suis plutôt aujourd'hui dans l'équipe transformation. Hein. Je suis encore dans une époque voulant transformer le monde. Et tu sais, je relisais il n'y a pas très longtemps l'Odyssée d'Homère. Et c'est la question que pose Ulysse
dans le champ numéro 9. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'adore la mythologie, il descend dans les enfers et il rencontre Achille et il lui dit « Oh Achille, qui est mort, hein, tu dois être tellement fier de toi, tu étais le plus glorieux de tous les Grecs. » Et Achille lui dit « Bah non, j'aurais préféré être un berger et savoir savourer tu vois, la nature plutôt que d'avoir été un guerrier belliqueux et j'aurais préféré être un promeneur plutôt qu'un meneur, quoi, en gros. Et donc, ça m'inspire beaucoup parce que c'est une vraie question, au fond. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de l'état désastreux du monde, il y a encore des très belles choses à voir. C'est est-ce que c'est raisonnable de vouloir le transformer ou bien on veut faire un pas de côté et on a envie de le contempler? C'est une vraie question. Ouais, toi, tu as choisi... Moi, j'ai choisi et je serai dans la contemplation plus tard, c'est sûr. Mais donc voilà, pourquoi je le fais ? Parce que c'est comme ça que je me réalise, que je m'accomplis, que j'y trouve de la joie, que je me sens être vivante. Comment tu as géré ton temps ? J'ai fait comme, tu sais, comme quand tu deviens parent, tu te rends compte que tes parents, ils ont fait comme ils ont pu. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'ai qu'un seul enfant, une fille, tu vois. Donc déjà, c'est une réponse. Je pense que si j'en avais eu 2 ou plus, ça n'aurait jamais tenu. Donc on n'est pas nombreux. Juste un mari et une fille, c'est déjà pas mal. Mais sur mon petit tabouret de vie qui repose sur 4 pieds, hein, mon boulot, ma famille, le give back et ma foi, j'essaye. Je le visualise comme ça. En fait, je visualise mon tabouret de vie, tu vois. Et dès que je sens que ça vacille ou qu'il y a un pied qui prend trop de place, j'essaye de recadrer. Mais j'essaye toujours de visualiser ce petit tabouret là, et de faire en sorte qu'il y a aussi ma vie intérieure qui prend toute sa place, le temps que je donne aux autres aussi, les potes, la famille, parce que c'est sacré, et le boulot, parce que ça me constitue. J'aime bien parler de la solitude du dirigeant ou de l'entrepreneur, mais est-ce que tu t'es sentie seule dans ta carrière et comment tu as géré cette solitude ? La foi a une grande place dans ma vie, donc je suis jamais seule. Je traverse plein d'épreuves comme toi, comme nous tous, mais je les traverse pas seule. Après, je te dis, j'ai eu des mentors, des guides et sur le chemin, et aujourd'hui des associés qui sont aussi des amis et avec qui j'ai une liberté de parole, je crois. Hein. Donc, en fait, mon fardeau, je le pose assez facilement. Je le garde pas pour moi. C'est une chance. Tu vois, j'ai tout ce que j'ai traversé de difficile dans ma vie, comme nous tous ici, hein, soit ça te donne une gravité particulière, soit ça te donne un appétit à la légèreté. Moi, je suis plutôt sur la légèreté. Et donc, tout ce qui me plombe, en fait, je vide mon sac assez souvent. Si j'ai un problème vraiment qui me pèse de boulot, je vais en parler à un ami entrepreneur, à un prêtre, à mon associé. En fait, je fais le cadeau de mes fardeaux aux autres. Et je partage. Et ils me supportent à tous les sens du terme. Et donc, je garde rarement des choses pour moi. Tu vois en tout cas, ce qui me pèse. Et j'ai découvert que ça m'aidait à dénouer les nœuds beaucoup plus vite. Je trouve que cette transparence-là, elle est tellement forte. Quelqu'un qui te dit, là, les gars, je ne vous cache pas que je suis inquiet. C'est au contraire. Je pense que ça ne déprime pas les équipes. Enfin, j'en sais rien. Hein. Je trouve que cette authenticité-là, elle crée une proximité qui t'autorise à être toi. Et qui peut te donner l'occasion de trouver des solutions. Tu vois, avoir un patron qui voit tout et qui est toujours positif, c'est pénible en fait. Ça rassure. Bah oui, mais ça te rend pas très créatif. Tu sais que tu vas te mettre derrière lui dans la roue et tu vas suivre le chemin. J'ai l'impression que les plus jeunes, en tout cas, ils aiment bien qu'on les mette à contribution. Comment est-ce que tu te formes ? Où est-ce que tu trouves l'inspiration ? Est-ce que tu continues à lire, à écouter ? Bien sûr, tout le temps. C'est une discipline quotidienne comme le sport. Tu vois, sur l'IA, par exemple, apprendre à prompter, c'est quoi l'IA générative, c'est quoi les règles d'un bon prompt, ça, je fais ça régulièrement. J'ai trouvé mon gourou, j'en ai plusieurs, hein. J'ai Marjolaine Grondin, Kevin Niel, il y a des gens qui m'apprennent. Je me forme à tout ce qui est gouvernance durable, je regarde un peu tous ces sujets-là
Je me forme à tout ce qui est l'avenir de l'automobile, parce que comme je suis au board, il faut quand même que j'ai un minimum de connaissances, d'autant que ce n'est pas mon univers. Et donc, j'ai énormément lu, énormément écouté de choses. Les rapports du GIEC. Purée, j'aurais bien aimé que l'IA me le résume. Donc, en fait, je fais de la veille tous les jours. Je m'enferme. Tu prends du temps, en fait, une demi-heure. Je me lève tôt. Et après mes petites prières matinales, mes petites bondieuseries du matin, je passe à... J'apprends. Une bonne journée, c'est une journée où tu as appris quelque chose. Sur quelle source ? Plein de sources. En fait, c'est la sérendipité, tu sais. Quelqu'un, dans une newsletter, tu vois quelqu'un qui te parle d'un sujet, donc tu regardes et tu cliques, et ensuite ça t'amènera vers quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est un chouette truc à partager avec les amis aussi, dans les cercles. Quelles sont les sources qui t'ont inspiré donc voilà, j'aime bien. C'est une discipline. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Arnaud. Partagé un plaisir. Ton parcours, d'avoir été aussi transparente, spontanée. Je te souhaite le meilleur pour Envie. Et à vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut, Catherine. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.